Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi. C'est l'investigation numéro 268 et c'est le premier protocole de cette investigation. Comme d'habitude, tu me confirmes, Christelle, que tu ne connais pas le sujet de cette investigation. Non, je sais rien. Je connais pas le sujet. Et comme tu le sais, cette investigation est menée dans plusieurs pays par plusieurs binômes en même temps. Voilà. Et elle est composée également d'une partie fixe avec des questions prédéfinies et une partie libre dans laquelle je pourrai explorer les informations que tu auras recueillies. Es-tu prête pour ce voyage, Christelle? Oui, je suis prête. Alors, je te laisse t'installer. Un petit décompte pour t'accompagner. Oui, s'il te plaît. Tu peux juste baisser un tout petit peu ta caméra, s'il te plaît, que je te voie bien. Voilà, Là, ça super. va? Oui. Un décompte de 3 ou de 5? Allez, en 5, s'il te Bien. plaît. Donc déjà, tu prends une profonde inspiration, Christelle. Et à l'expiration, tu vas relâcher toutes les tensions dans le corps, vider ton esprit. Et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1 pour te détendre. 5. Tu te sens de plus en plus calme et détendu. 4. 3. 2. Un. Comment te sens-tu, Christelle? Très bien. Bien. Pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes à l'archange Métatron de la Merkava et tu me dis avec quelle fréquence tu es en contact. 1, 2, 3. Moi, je vois beaucoup de symboles, de signes. Et notamment celui de Métatron, celui qui le caractérise. Mhm, Des triangles, des ronds, enfin oui, des ronds. mhm. Triangles, ronds, dans un rond. Mais pas que. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois que c'est plus large en fait. C'est qu'une partie d'un grand symbole. Mhm. Et ça s'étend dans dans la hauteur, dans la longueur. Ok. Et ça se répète en fait. C'est des symboles qui se répètent. Toujours les mêmes qui se répètent, c'est ça? Oui, ouais, 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 ouais. Ça ressemble. Ça ressemble à ce qu'on appelle l'arbre. Ça a un nom. Séphirotique, tu vois, qui continue en fait avec des triangles, des ronds, et tout est interconnecté. Mhm. Les fréquences sont celles du pouvoir. Force et pouvoir. Ouais. Ok.
D'autres choses? Mmh, c'est, c'est une ambiance qui est très oppressante, autour quand je m'approche. Mmh. Il y a un genre d'énergie très, oppressante, très, enfin, je sais pas comment dire, très, Concentré? ouais, concentrée et qui resserre, tu vois? Mmh. Qui Restrictive qui ouais, réduit voilà, OK, qui est restrictive. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. OK, très bien. Comment tu te sens là? Reste observatrice, hein? Ouais, je m'éloigne. Bien. Maintenant, Christelle, dis-moi comment tu visualises l'archange Métatron? Hem, alors, il y a plusieurs façons de le voir. Mmh. Hem, non, il se montre de différentes façons, on va dire plutôt OK. comme ça. Hem, mais dans tous les cas, il émane de lui, beaucoup de lumière, de puissance, il en impose, tu vois? Mmh. Je le vois, il a toujours une espèce de cape, très lumineuse, dans les dorés, blanc doré. Mmh. Hem, donc il a un corps humanoïde, hein, et il a différents visages. Il a selon comment je l'observe et selon en fait, il émane de lui des choses différentes en fonction des visages qu'il prend, mais il y a toujours enfin le point commun, le dénominateur commun, c'est ça, c'est le pouvoir, la puissance, tu vois? Mmh. Il en impose, il y a Mmh. cette volonté qu'on le respecte, hein, voilà, que de Mmh. soumettre, le respect, au respect. OK, très bien. On passe à la question suivante. Le Talmud affirme que Métatron de la Merkava est le prince ange associé au bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, décode son ADN et reconstitue sa forme originelle à mon 3. 1, 2, 3. Répète-moi la question, s'il te plaît. Je suis Bien sûr. partie, dans plein de choses OK, en même temps. on y retourne. S'il te Le plaît. le Talmud affirme que Métatron de la Merkava est le prince ange associé au bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, décode son ADN et reconstitue sa forme originelle à mon 3. Que perçois-tu? Je, je n'arrive pas à accéder à l'ADN. Pour quelle raison? J'ai, j'ai comme un rideau de théâtre, hein. Depuis le départ, j'ai OK. ça, en fait. J'ai Ah, une, OK. À mon 3, Christelle, l'information vient à toi facilement. 1, 2, 3. Dis-moi. c'est humanoïde. Moi, j'ai un ADN humanoïde. J'ai pas plus pour l'instant. Mmh. Hem,
c'est une création, hein, c'est une création. Je vais te donner en vrac, hein, les infos. Vas-y. Euh, c'est une création. Je vois comme si c'était alimenté par plein de formes d'énergie différentes. Mhm. Et il y a un humanoïde qui, euh, qui serait capable de connecter toutes ces énergies. Ok. Euh, il, euh, il incarne à la fois le bien et le mal, hein. Il Mhm. arrive en fait à se connecter c'est comme si c'était une prise universelle, tu vois, ça me fait penser à ça, quelque chose Mhm. qui se connecte à tout, qui peut se connecter à tout. Il n'y a pas de barrière, il y a pas de limite. Euh, et effectivement, tu parles de l'arbre du bien, du mal, hein. Je revois l'arbre dont je te parlais, cet Oui. arbre symbolique du départ, tu vois, Mhm. où il y a comme un cheminement. Un chemin tracé, comme s'il veillait à ce que il y ait une fluidité dans cet arbre. Je ne vois pas un arbre végétal, tu vois, je vois vraiment un arbre symbolique Mhm. fait de formes géométriques. Ok. Et c'est un programme en fait. Et lui, il est là pour s'assurer que les énergies avec lesquelles il connecte lui permettent de maintenir cet arbre programme en, en bon fonctionnement. Ok. Très bien. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ouais. Mais tu vois, depuis le départ, comme si on était sur une pièce de théâtre, tu vois, je vois enfin, l'estrade, Le le rideau, tu disais? contour, et ce rideau qui parfois voile des choses, euh, c'est assez bizarre quand même, hein. Ok, on regardera Ça a ça rien à... Ouais, ouais. Ok, on regardera ça tout à l'heure, Christelle. On passe à la question suivante. Quel est le rôle de Métatron et comment agit-il? Alors, il, euh, il a pour rôle de maintenir les croyances, hein. Mhm. Qu'est-ce que j'ai comme info? Euh, il a- Ils doivent s'assurer que les croyances et les dévotions vers ces croyances soient toujours actives, hein, allumées. J'ai le terme allumé. Mhm. Euh, et j'ai toujours ce symbole, en fait, hein, qui revient sans arrêt. Ce symbole ce triangle avec, je vois Mhm. un autre triangle inversé et des ronds dans un cercle. Et c'est, ça réactive les croyances, les programmes, de dévotion. Mhm. Donc lui, il est là pour maintenir ça, en fait. C'est son rôle, Comment agit-il? par ces symboles. Ok. Et je te dis, il y a tout un système énergétique auquel il est complètement Connecté? lié. Mhm. Ouais, c'est presque comme s'il baignait dedans, en fait, hein, parce que je le vois connecté tout autour de son être, fin, oui, de son être. Mhm.
C'est comme s'il rayonnait de ces énergies dont il se nourrit, auxquelles il est connecté et qui fait marcher ce OK, programme. Ouais. très bien. Déconnecte de ces informations, on passe à la question suivante. Que perçois-tu ou visualises-tu à propos de la Merkaba? Ah, je suis encore avec ces symboles-là. Mais cette fois-ci, je vois quelque chose de plus profond. Alors, c'est pas le terme. C'est comme s'il était en perspective, hein. Comme si, Mmh, mmh, comme si ça, j'avais quelque chose de solide qui se dégageait. mmh, Tu vois, tout à l'heure, je voyais ces symboles qui s'alignaient devant moi. Et là, ça a de la profondeur, c'est en 3D en fait, hein. c'est ça. Voilà. Et ça contient, il y a un système de conduction de l'énergie à l'intérieur par le Mmh, biais de ces symboles en fait. mmh. Et en même temps, ça contient les énergies. euh, C'est comme si c'était un véhicule, en fait, tu vois, je vois l'arbre qui se positionne de différentes façons. Tu vois, il est plus Mmh, euh, mmh, mmh. vertical, mais je le vois bouger, se mouvoir, alimenté par ces énergies. Euh, les couleurs sont assez, euh, comment dire, hein, hétérogènes. Et, il y a beaucoup de couleurs différentes, en fait, OK, à l'intérieur, et je vois beaucoup de mouvements. Mm. très bien. Ouais, pour moi, c'est un véhicule d'énergie. Mmh, très bien, Christelle. Déconnecte ces informations Ouais, parce que et je ressens déconnecte à nouveau, ouais, tu ouais, sais, cette déconnecte-toi de cette énergie. sensation, d'oppression que tu avais aussi. Mm. Reste observatrice. Comment tu te sens? Mieux. Bien. On passe à la question suivante. Métatron est parfois appelé le petit YHWH, une séquence du nom propre de Dieu Yahvé, utilisé dans la Bible hébraïque. Existe-t-il un lien entre Métatron et Yahvé? C'est une création de Yahvé. C'est ce que j'ai comme info. Donc, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, il y a une émanation, ouais, on peut dire ça, de ce Yahvé, de cette énergie qui porte ce nom-là, Mmh. qui a, ouais, qui a créé Métatron pour asseoir sa puissance. Il n'y a pas que Métatron, ça c'est l'info que j'ai aussi. Mais effectivement, c'est un des plus importants, OK. Métatron. J'ai bras armés, oui, oui, Mmh. oui, Bras armés de Yahvé, c'est ça? oui. OK. Autre chose? Non, comme ça là, non. Bien. Déconnecte de ça et on passe à la dernière question, Christelle. Le cube de Métatron est un terme inventé dans les années 1980 dans les milieux New Age, fréquenté par le chercheur ésotérique
Drunvalo Melchizedek. Existe-t-il un lien entre Métatron et le cube de Métatron de Melchizedek? C'est une forme de représentation, mais c'est complètement connecté au programme que je te disais de Métatron. Oui, je reviens encore à tous ces symboles-là, au même symbole. J'ai pas forcément un cube, moi, de ce que j'apercevais. Mais là, je vois ce dont tu me parles. Mais c'est complètement connecté À la au même symbole. chose. Oui, oui, c'est connecté à la même chose. C'est une forme de représentation de cette énergie-là, oui. Ok. Bien. J'ai inspiration. Je pense que Melchizedek a été inspiré, c'est ça? j'ai ce mot-là qui revient, ouais, qui tape. Ok. C'est ça. L'intention était d'avoir une représentation dans le physique. Ok. Très bien. Comment tu te sens, Christelle? Ça va. On va passer à l'exploration libre. Mm. Déconnecte-toi des informations que tu as pu avoir, des sensations. Et dans un Ok. premier temps, j'aimerais que tu observes cette scène un peu de théâtre que tu disais qui s'est manifestée à toi comme quelque chose qui semblait voiler les informations. Observe ça. Dis-moi de quoi il s'agit. Ouais, quand je prends de la perspective, il n'y a rien autour. Euh, et, euh, et ça se déconnecte ça se dégage de ce que j'ai observé, en fait. Ça, Prends l'information de ce que c'est cette image. euh, c'est comme si ce que je percevais était mis en scène, comme dans une pièce de théâtre. Donc, ça veut dire quoi sur sur les observations que tu as pu faire? Ça veut dire quoi une mise en scène à partir de ce que tu pouvais percevoir? I Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre un autre niveau de perception, autre que cette première perception, ces premières informations qui t'arrivaient? Ça veut dire qu'effectivement, derrière tout ça, derrière ce que je percevais, il y a encore d'autres connexions qui alimentent ce que j'ai perçu. Quel genre d'autres connexions? J'ai une connexion comme si Métatron était une forme de marionnette, en fait. Mmh. Euh, il, euh, il y a encore d'autres choses derrière ce terme, derrière cette entité. Et, euh, et, et donc cette scène, ce théâtre, me montre que c'est des mises en scène, ce Métatron, ces arbres, c'est le bien, le mal, tout ça, c'est vraiment des mises en scène Mmh. et que la volonté derrière, c'est Mmh. de soumettre les hommes, les humains à certaines croyances
on est encore dans la recherche d'asseoir un pouvoir. Mmh. Quand tu dis, qu'il est une marionnette, de qui ou de quoi est-il la marionnette, ce Métatron? Écoute, moi derrière Métatron et le Yahvé, je vois aussi une sorte de groupe d'humanoïdes Mmh. qui manipulent tout ça avec beaucoup d'agilité et de stratégie. Ils sont derrière des espèces de consoles à observer ce qu'ils manipulent en fait. Mmh mh. Ils sont dans une espèce de vaisseau, mais je vois pas la surface du vaisseau, je vois que qui sont assis derrière leur console à utiliser ces énergies-là et ces entités pour récupérer de l'énergie. Ouais. Bien. Tu disais justement que, hem, cette création, que c'était sa forme originelle, c'est quand même une création et que c'est alimenté par des formes d'énergie différentes. Ouais. Observe les formes d'énergie dont il s'agit et qui alimentent cette création. Hem, alors il y a plusieurs sortes d'énergie. Donc il y a les énergies qui viennent donc des humains, hein, des hommes. Quand, il y a un système de dévotion qui est mis en place, de croyance et heu, ouais, de ça alimente, ça l'alimente, donc ça arrive par là. Mais je crois qu'il y a d'autres choses aussi qui arrivent plutôt, de d'autres entités dans les terres. Quelles autres entités? Des entités qui sont soumises à à ce à À cette cette entité, création? à Ouais. cette création. Il y a une forme donc de hiérarchie? Oui, Sous oui, quelle forme elles se présentent les autres entités qui sont, soumises à cette, entité première, on va dire? il y a plusieurs formes, plusieurs races. Je vois des bipèdes comme des quadrupèdes, ça peut être, c'est très disparate, mais c'est toujours, soumis à il y a un système de soumission. Mmh. Donc c'est encore une autre forme d'énergie, c'est pas de la dévotion, c'est de la soumission. Mmh mh. C'est, c'est des petites mains, ils sont utilisés, il y a de la peur, il y a de la peur, de la part de ces entités De quoi qui sont ont-ils peur? soumises. Ils ont peur de ce que Métatron représente. Il y a, la crainte de la colère, la crainte, ils sont à plat ventre en fait, c'est autour Mmh. quoi. Mmh mh mh. La peur, c'est de la peur. Tu disais également que, il peut se connecter à tout et que c'est un programme et que l'arbre que tu voyais, c'était aussi un programme. Est-ce Mmh. que prends l'information de ce programme et lis une partie en tout cas, j'imagine que dans ce programme, il y a plusieurs, programmes. Quelle est l'information la plus, ou les informations les plus importantes dans ce programme?
J'ai le pouvoir hein, En premier? en premier, oui, oui. C'est vraiment des énergies de pouvoir qui des fréquences de pouvoir, de force. Je j'arrive pas à décoller de ça. OK. Alors, on va prendre les choses différemment. Regarde, ce que tu disais, il se connecte à la fois au bien et au mal. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est, la manière parce que tu parlais de dévotion, de quelle manière les humains, les êtres humains avec leurs croyances, sont-ils connectés à cette création? Alors déjà, le bien et le mal, c'est dans le physique, hein. Lui, il Oui, est, c'est, comment dire? Lui, il prend ce qu'il y a, hein. mmh, Enfin, c'est pas, c'est en ça où je te dis, c'est, heu, beaucoup d'autres d'énergies différentes l'alimentent. mmh, Donc, il y a la dévotion, mais il y a aussi, la peur, ça peut être, aussi le désespoir, ça voilà, tu vois, en termes d'énergie et lui, il déclenche la venue d'énergie vers lui, en fait, à l'aide de symboles mmh. et ces symboles sont amenés, bon, récemment par le New Age, mais pas que. Ça, c'est très ancien. Dès que la religion a été mise en place, heu, la première forme de religion, heu, Monothéiste, oui, donc la religion hébraïque? c'est ça. Mmh. Et quand tu regardes les symboles, est-ce que tu peux, décoder la signification de ce symbole que tu voyais au départ avec ces ronds, ces triangles et cetera? Quelle information, véhicule ce symbole? C'est un symbole qui déclenche la fascination sur le plan physique et je vois qu'il ouvre, des portails. C'est comme une clé. C'est comme une clé qui ouvre des portails et je vois un Vers quoi? afflux, Vers quoi du coup? vers, directement vers lui, Mmh. directement vers lui. Et du coup, C'est ça comme produit si quoi au niveau énergétique? c'est comme si dans ce portail, en fait, je vois une forme d'entonnoir, si tu veux. C'est, OK. comme si, ça venait condenser cette énergie qui l'alimente. Ça passe à travers ce portail. Ça rejoint, en fait, ce que je ressentais au départ de cette restriction, de cette oppression. C'est que l'énergie, OK, elle est rassemblée et OK, passe dans à cet travers ce entonnoir. OK, dans OK. voilà, tu vois? Mmh. Aujourd'hui, ce symbole, enfin, quels sont les humains qui utilisent ce symbole, en tout cas qui portent une forme de dévotion à cette croyance? Alors, je vois pas forcément que des personnes qui pratiquent, la religion, une religion. Je vois également, des personnes qui, se tournent vers des pratiques énergétiques, OK. qui, se forment à des soins, qui utilisent ce symbole pour, ramener, de la confiance,
et de la protection. Et de la protection. Donc, il pense Je- que ce symbole va amener protection et confiance pour la Tout à personne dans fait. le soin énergétique. Ouais, ouais. Je vois une personne qui propose l'application du symbole sur un de ses patients et je vois une forme de dôme qui vient se mettre sur cette patiente. C'est Ça, c'est quoi? l'intention. Ouais. C'est l'intention qui est posée de protection, sauf que ce dôme va devenir l'interface directe entre les énergies de la patiente et ce qu'elle va pouvoir et comment elle va pouvoir alimenter Alors, du coup, observe, une fois Métatron. qu'il a fait ça, qu'est-ce Ouais. qui se passe pour la patiente, pour la personne à qui pour qui il a installé ce dôme avec une intention de protection? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, la patiente se sent protégée, effectivement, Mhm. mais ce dôme vient capter, je vois comme des plaques d'énergie qui viennent se coller à ce dôme et euh, c'est des énergies comment dire, je vois des énergies d'amour, je vois des énergies de reconnaissance, je vois des énergies qui ont la fréquence aussi euh, de peur. Il y a tout plein de... Et c'est en ça où je te disais, en fait, il s'alimente De toutes les de énergies. toutes les énergies avec lesquelles comment dire, il peut être alimenté, peu importe. Mais c'est très, très vaste. Enfin, c'est comme si, je te dis, c'est une prise universelle. Il capte tout ce qu'il peut capter, il s'en nourrit. Et du Après, ça vide quand même la patiente. mm, Je vois mm. qu'il La n'y a pas conséquence de... pour elle, ouais. Ouais, c'est un vide énergétique, ouais. Est-ce que ça ouvre la porte à une interférence plus basique, enfin, plus commune? Ou est-ce qu'elle était déjà Alors, là, l'interférence? la, 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 l'interférence était déjà là. L'interférence était déjà là pour ce que je perçois là, pour cette personne. Donc, c'est un autre niveau d'interférence. Ouais. Et du Mais, coup, mais l'info que j'ai, c'est que ça peut être directement fait. Il n'y a oui, pas oui, forcément besoin d'un interférent premier. qu'il y ait un intermède, une interface, je ne sais pas comment dire. Ça veut dire que dans cette récupération d'énergies différentes, aussi bien des énergies à haute fréquence que à basse fréquence, il n'y a pas de distinction pour lui et c'est quand même une nourriture, j'ai envie de dire, une récupération complète où il y a une transmutation des énergies à plutôt haute fréquence ou pas, où où tout est bon en fait dans la récupération. Et tout est bon, je vois que tout est bon. Tout est bon. Il y a, alors, je perçois encore autre chose Dis-moi. chez la patiente. Euh, Ce dôme vient faire quelque chose au niveau du cerveau, vient la mettre en confiance, justement, et euh, activer un sentiment d'amour et de plénitude. Et c'est cette activation au niveau du cerveau qui va générer la fréquence chez la patiente. Et tu vois, je vois ça fait comme quelque chose qui va venir activer une zone du cerveau pour provoquer ce sentiment De de, plénitude. de plénitude. Et ça va être récupéré par cet système de dôme énergétique qui va directement alimenter Métatron. Mm.
Métatron que tu perçois par ailleurs en dehors de la mise en scène de départ comme plutôt un groupe d'humanoïdes. Oui, bah, c'est, on va dire, c'est pour le coup là, l'interface entre les humanoïdes et les humains, Mm, si je me place qu'à cette place-là. Ouais. mm. Ok. Euh, on parlait également du lien entre Métatron et Yahvé. Et tu Ouais, disais que c'était une création de Yahvé pour asseoir sa puissance. C'était une émanation de l'énergie, de son énergie, et qu'il ouais. était le bras armé, en fait. Mm, Est-ce que tu peux dire est-ce que tu as d'autres informations associées à celle-ci? oui. En fait, ce qu'on appelle Yahvé, ce que je perçois comme étant Yahvé, c'est une, donc aussi une création de ces humanoïdes qui est centralisée, enfin, qui a un rôle central, parce qu'au-delà de Métatron, il y a d'autres ramifications. Mais Métatron constitue la réserve la plus importante et différente, et d'énergie différente. Euh, je, je- je le vois comme quelque chose vraiment de plus important que le reste par rapport à Yahvé. Ok. Bon, c'est un mot Yahvé, hein, parce qu'en fait, c'est, je vois vraiment que c'est quelque chose, c'est un mot qu'on attribue, nous, les humains. Bien sûr. C'est comme Métatron. Et ça correspond plus à des entités énergétiques qui peuvent prendre différentes formes. Mais bon, voilà, pour en revenir à ce Métatron et à Yahvé, effectivement, c'est la réserve énergétique la plus importante et la plus diversifiée. Voilà, c'est le mot que je Mm, cherche depuis le début. mm, Diversifiée, dans laquelle il peut puiser. mm, Et asseoir sa puissance, c'est ça, c'est de dire, voilà, moi, je suis constituée de tout ça, en fait. mm, Et, et il y a une forme de savoir, de, de, de savoir sur le plan de la manipulation énergétique et une adaptation à l'énergie qui arrive, en fait, et de résistance. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez massif, en fait, mm, et adaptatif, et c'est mobile. Enfin, je vois vraiment que mm. ça bouillonne, tu vois. Quand Mm. tu dis que ça peut se présenter sous différentes formes, va plus loin dans cette information. Par rapport à Yahvé ou par rapport à Euh, Métatron? les deux, Bon, en restant sur Métatron. en restant sur Métatron. Euh, Métatron, il y a, je te disais, hein, c'est toujours humanoïde, mais son visage, c'est le visage, la tête qui Oui, change, c'est ce en que tu fait. disais au départ. Mm, En ouais. fonction de quoi ce visage va changer, justement? En fonction de la, de la couleur de l'énergie qui va l'alimenter le plus et qui Ok. va alimenter le pouvoir. Si ce pouvoir il peut être alimenté par moment un peu plus de peur ou par moment un peu plus Donc, du coup, imaginons qu'il est alimenté par plus de peur. Quelle forme aura ce visage? ce visage sera sombre et menaçant. Mhm. S'il est alimenté plus par une fréquence inverse de grande plénitude ou d'extase ou ce genre de choses, ce sera un visage beaucoup plus rayonnant et bienveillant je le vois sourire et beaucoup plus lumineux aussi. Donc, en gros, il fonctionne comme un miroir face aux énergies qu'il récupère. Énergie et en même temps.
ouais, qu'il récupère. Et en même temps, il sait aussi comment se présenter dans les terres en fonction de ce dont il a besoin. Donc, si tu veux, c'est vraiment un métamorphe, quoi. Il, il- il se... Enfin, au niveau du visage, vraiment, Mm. c'est Ok. il- Une dernière question qui est liée à à ce qu'on fait dans l'hypnose régressive ésotérique. Euh, Comment le télépathe peut percevoir un de ces êtres lors d'une session? Est-ce que c'est déjà arrivé en tout cas, ou est-ce que oui, c'est déjà arrivé. donc sous quelle forme il s'est présenté par exemple? Il peut se présenter sous une forme totalement bienveillante et faire émaner de Lumineuse, lui voilà, quelque chose de très doux et lumineux. Mais la fréquence qui le caractérise quand même, c'est cette envie, comment dire, cette besoin quête d'être supérieur, imposant, puissant. Hmm, puissant, cette forme de pouvoir, pouvoir naturel, cette puissance naturelle, quelque chose euh, hmm. c'est vraiment ce qui le caractérise. Euh, et il va proposer sa protection et il va proposer, euh, il aura des manières aussi de s'exprimer très Adapté. adaptées, dignes d'un gentleman, tu vois, quelque chose de très, voilà. Mais cette envie de pouvoir, ça sera toujours là, en fait. Hmm, hmm, Et en télépathie, hmm. ça se Très perçoit facilement. assez vite, ouais. Hmm. Bien, bien. Déconnecte de tout ça, Christelle, et si tu es prête, on va rentrer. Ouais, Bien. Donc, dans un premier temps, tu te déconnectes complètement de tout, de tous, de toutes ces informations et des énergies qui alimentaient ces informations. À mon 3. 1, 2, 3. Et tu reviens dans ton corps que tu retrouves avec plaisir. Et tu t'ancres dans ce corps et tu y déposes les fréquences les plus agréables pour toi, les plus douces. Et ces fréquences, elles vont se diffuser partout, partout dans ton corps, dans toutes tes cellules, tous tes organes, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. Et elles procurent une sensation de bien-être profond. Elles revigorent tout ton corps, le rendant plus tonique et en même temps plus léger. Et tu te sens merveilleusement bien. Et quand tu es prête, Christelle, tu peux ouvrir les yeux. Et dis-moi comment tu te sens. ça va, ça Ouais, va, merci. Oui, oui, oui. bien. Eh bien, merci pour ce voyage et on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste
una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo
di movimento, di trasporto verso la causa del problema, per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.